En 2008, Dalia D'Ippolito travaillait dans l'immobilier et avait une activité secondaire en tant qu'escorte lorsqu'elle a rencontré son mari, Michael D'Ippolito. Michael avait un passé criminel lié à des fraudes, mais il était très prospère. Cependant, à un moment donné, leur mariage s'est effondré, et il est devenu évident qu'elle utilisait son casier judiciaire pour obtenir tout ce qu'elle voulait de lui. Un jour, la police a été avertie par un appel anonyme concernant l'implication de Michael dans un trafic de stupéfiants. Craignant de perdre ses biens en cas d'arrestation, Michael a transféré ses avoirs à Dalia. Désormais, avec les biens en son nom, Dalia voulait se débarrasser de lui. Elle a alors contacté un ex-petit ami, Mohamed Chiad, pour trouver un tueur à gages. Mais au lieu de lui trouver un assassin, Chiad est allé voir la police pour les informer de la situation. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait tuer son mari pour elle, a-t-il déclaré. Est-ce que tu t'inquiètes pour le gars, lui a-t-on demandé. Oui, parce qu'elle est vraiment, je veux dire, sérieuse à 100% sur ce qu'elle veut faire, a-t-il répondu. Il a ajouté, elle est peut-être de taille moyenne, environ 1m65, avec des cheveux noirs, et c'est une fille plutôt séduisante. Cependant, c'était sa parole contre la sienne, et il n'y avait aucune preuve concrète. Pour obtenir des preuves, Chiad a été désigné comme informateur confidentiel pour la police de Boynton Beach, et on lui a demandé d'organiser une rencontre avec Dalia dans une station-service publique pour discuter de l'assassinat. C'est un professionnel, lui a dit Chiad, en parlant de l'assassin supposé. Il ne va pas être suspicieux de toi ou quoi que ce soit. À la fin de cette conversation, Chiad lui dit que le tueur à gages veut $1200 pour acheter une arme. Contre toute attente, Dalia sort l'argent et le lui donne, accompagné d'une photo de son mari. Les détectives ont alors compris que ce n'était plus simplement une piste, mais un potentiel cas de meurtre en préparation. Ils ont donc décidé de mettre en place une opération d'infiltration pour recueillir le maximum de preuves. 2 jours plus tard, Dalia est appelée pour rencontrer le tueur à gages, qui est en réalité l'officier Whittier, un policier sous couverture. Après être monté dans sa voiture, les deux discutent de la façon dont l'attaque se déroulera. C'est à toi de voir maintenant, lui dit-il. Je vais te donner ce que je t'ai promis, et c'est tout. Je suis fiable, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas le faire. Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Je dois faire mes devoirs, tu comprends? Je dois savoir exactement où est l'endroit, comment entrer et sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais vérifier à quelle vitesse la police réagit à un appel de coup de feu dans le quartier, comme à la maison. Dalia continue, combien de temps cela te prendra-t-il? Mercredi matin, à la maison, répond-il. Je pensais qu'il n'allait pas être chez lui parce qu'il travaille en journée, non? Je vais penser qu'il est au travail, mais s'il n'est pas au travail, alors, il reçoit 2 balles dans la tête, c'est tout. Je prends quelques affaires pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, et c'est fini. Je m'en vais, et les flics vont juste te poser des questions. Il est évident de quoi il s'agit, et ils le savent déjà, mais tu sais, ils vont poser des questions parce que c'est leur boulot. Mais je ne sais pas comment je vais gérer la pression, parce que je ne veux pas. Tu vois, je suis beaucoup plus coriace que ce que j'ai l'air en ce moment. Et toi, tu te dis, quelle jolie petite fille, c'est tout. Tu es magnifique, merci. Vers 6h30 ou 7h du matin, il sort toujours le chien. Il traverse le parc près du lac, et notre porte est toujours déverrouillée. Je serai à la maison à 6h30, mercredi matin, à 6h. Merci. Durant leur conversation de 23 minutes, ils se sont mis d'accord sur un paiement de $7000 pour le meurtre. Pour orchestrer l'opération d'infiltration parfaite, il devait maintenant inclure son mari, Michael, dans le plan et lui expliquer ce qui se passait. Détective Mourinho, ID 696, département de police de Boynton Beach. Également présent dans la salle en ce moment, Monsieur Michael D'Ippolito. Pouvez-vous épeler votre nom de famille? Ils savent déjà pourquoi nous sommes ici. Oui, il s'agit d'une enquête sur le fait que votre femme a engagé quelqu'un pour vous tuer. Mais avant de pouvoir révéler leur plan, les détectives devaient comprendre ce qui avait mal tourné dans leur relation, la véritable motivation derrière ce contrat. En gros, nous étions dans une relation rapide, tout allait bien, tout était super, tu sais. Et dès que nous avons quitté Boca en janvier et que j'ai acheté une maison à Boynton, je dirais que 2 semaines après ça, j'ai engagé un avocat pour me sortir de ma probation. J'ai commencé à donner de l'argent à ma femme parce qu'elle devait me fournir l'autre moitié pour payer la probation. Pourquoi étiez-vous en probation? Demandent les détectives. Pour fraude organisée, répond Michael. En gros,
nous échangions des marchandises qui n'existaient pas. Ça suffit sur ce point, coupe l'un des détectives. Ensuite, je lui ai donné 100 000 $. Elle devait me fournir 90 000 $, mais mon avocat me disait que l'argent n'était jamais arrivé. Elle était censée faire un virement, mais il n'est jamais arrivé. Et l'histoire était tout simplement incroyable. Que devais-je faire avec ça? J'allais partir, mais ensuite, elle a avoué qu'elle avait foiré avec mon argent dans une sorte de plan de virement où elle était censée envoyer l'argent et en tirer un bénéfice. Combien de temps s'est écoulé avant que vous vous mariez? Demandent les détectives. Nous avons fréquenté d'octobre à janvier, répond Michael. Donc, 2 ou 3 mois, à peu près, c'est ça? Exactement, 2 ou 3 mois, confirme Michael. Donc, c'est assez rapide. Vous vous mariez, et combien de temps après le mariage avez-vous commencé à sentir que quelque chose n'allait pas chez elle? Environ 1 mois et demi, tout de suite. L'argent commence à disparaître. Un jour, on a mis de la drogue dans mon camion, et les officiers sont venus le fouiller. Je ne suis pas un trafiquant de drogue, je ne l'ai jamais été. Où est-ce que cela s'est produit? Demandent les détectives. Au Ritz-Carlton à Manalapan. Un jour, je suis sorti le matin, et un officier m'a approché en me demandant si c'était bien mon camion. J'ai répondu que oui. Et je ne savais pas ce qu'il voulait. Il m'a demandé, puis-je fouiller le camion? Il y a eu des activités suspectes signalées. Quelqu'un avait appelé, et j'ai répondu, absolument, vous pouvez le fouiller. L'agent a fouillé le camion, il n'y avait rien à l'intérieur, alors il m'a laissé partir. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être appelé, mais personne ne savait que nous étions là. C'est quelque chose d'inexplicable. Des drogues ont-elles été trouvées? Ont demandé les détectives. Le lendemain, je suis allé faire le plein, et il y avait de la drogue dans mon bouchon de réservoir. Heureusement, je n'étais pas au courant de ça. Merci mon Dieu, tu sais, j'ai laissé l'officier fouiller le camion, et il n'y avait rien à l'intérieur. Heureusement qu'il n'a rien trouvé, parce que ça aurait été un désastre. Le point ici, c'est que c'était inexplicable. Personne ne savait que nous étions là, personne n'avait accès à mon véhicule. Qu'est-ce qui aurait motivé quelqu'un à faire ça? Demandent les détectives. Vous étiez en probation à ce moment-là? Oui, et à ce moment-là, elle m'avait déjà volé plus de 100 000 $. Et ensuite, elle m'a embarqué dans une autre combine où j'ai perdu encore 90 ou 100 000 $. En gros, j'ai perdu 240 000 $ avec cette fille. C'est inexplicable. Cela aurait dû être les premiers signaux d'alarme pour Michael au sujet de Dahlia. Le schéma suggère qu'elle était après son argent depuis le début, et il est possible que le meurtre ait été planifié pour qu'elle puisse s'en tirer avec l'argent. Je n'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie que depuis que j'ai rencontré cette fille. Je n'ai jamais eu mon camion fouillé 2 ou 3 fois. Ce genre de choses, ce n'est pas moi. Tout cela est très inhabituel pour moi. Depuis que j'ai rencontré Dahlia et que nous nous sommes mariés, la dynamique de ma vie quotidienne a changé radicalement. Je n'avais plus de contact avec la police, mais depuis que je suis avec elle, j'ai eu affaire à eux plus de 10 fois pour des choses inexplicables qui paraissent folles aux autres. Je ne parle plus de mes affaires aux gens parce qu'ils me prennent pour un fou. Ce que nous aimerions savoir, si possible, c'est sa motivation pour vouloir vous tuer. Pourquoi ne pas simplement divorcer? A-t-elle mentionné le divorce ou la séparation? Demandent les détectives. Jamais, répond Michael. Dans votre esprit, quelle serait sa motivation? Nous venons d'acheter une maison, et j'ai signé le titre de propriété en son nom, le temps de régler mes autres problèmes de probation. Et puis, il y a les 200 000 $ qu'elle m'a volés. Je pense que c'est une grosse motivation. Donc, avec ma maison et tout le reste, cela fait environ un demi-million de dollars de motivation. Cet argent était censé servir à rembourser vos victimes, non? Oui, c'est ça, et elle l'a volé sans aucune preuve. À ce stade, le mari a été intégré dans le plan et on lui a demandé de rester au poste de police pendant les heures prévues du faux meurtre. Dahlia, quant à elle, devait être à la salle de sport, son alibi prévu. Alors qu'elle s'y trouvait, la police l'a appelée et lui a demandé de rentrer chez elle immédiatement, sachant que c'était là où son mari devait être tué. Pour elle, cet appel de la police signifiait qu'elle allait être informée de la mort de son mari, et elle devait donc réagir en conséquence. Pourquoi ne pas juger par vous-même et voir comment elle s'en est sortie? Je suis le sergent Ramsey, c'est moi qui vous ai appelé. Merci d'être venu. Je suis désolé de vous avoir appelé. Écoutez, nous avons reçu un signalement d'une perturbation à votre domicile, et des coups de feu ont été tirés. Votre mari, Michael, va-t-il bien?
Je suis désolé de vous dire, madame, qu'il a été tué. Il a été tué, madame. Non, non, calmez-vous pour l'instant. Je ne peux pas le regarder, madame. Nous devons faire notre travail si vous voulez que nous trouvions son assassin, d'accord? Nous avons besoin que vous vous calmiez. Je vais avoir besoin que vous suiviez ces détectives, d'accord? A-t-il des ennemis? Qui voudrait lui faire du mal? Des témoins ont dit avoir vu un homme noir s'enfuir de chez vous. Je ne peux pas vous laisser le voir, madame. Madame, je ne peux pas faire ça pour l'instant. Je vais avoir besoin que vous veniez au poste. Aller avec ces détectives si vous voulez aider votre mari, d'accord? Si vous voulez aider votre mari, vous devez aller au poste avec ces messieurs et nous dire tout ce que vous savez sur ses connaissances, sur ses connexions. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà pris soin des chiens avec le service de contrôle des animaux pour l'instant. Tout est sous contrôle, et nous nous occuperons du reste, d'accord? Merci. Dahlia est ensuite emmenée au poste de police pour répondre à des questions sur les événements. Jusqu'à présent, l'opération de la police est un succès colossal. Ils doivent maintenant voir ce qu'ils peuvent encore tirer d'elle pendant l'interrogatoire. Avant de commencer, nous devons vous informer de vos droits. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le moi, et je répéterai. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis désolé pour votre perte. Non, vous ne voulez pas parler? Pouvez-vous écouter, s'il vous plaît? Je suis obligé de vous avertir, avant que vous ne fassiez des déclarations, que vous avez les droits constitutionnels suivants. C'est quelque chose que nous devons enregistrer, et je vais avoir besoin que vous signiez cela aussi. Cela nous donne le droit de... Je ne veux pas lire ça. Eh bien, vous êtes filmé, c'est juste une formalité. C'est votre numéro de maison? Oui, nous l'avons obtenu à partir des rapports qui ont été déposés ici. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Remarquez son hésitation à signer l'autorisation d'enregistrement. Cela signifie qu'au lieu de pleurer et de se plaindre, elle doit être extrêmement prudente sur ce qu'elle dit, même si elle est prise en flagrant délit. Toute incohérence supplémentaire dans cet interrogatoire pourrait lui valoir encore plus de temps en prison. Écoutez, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir tuer votre mari? Son mari? Pourquoi faire? C'est le prix des actions. Depuis combien de temps est-il en probation? Probation? Il a passé du temps en prison? Combien de temps? 2 ans en prison et 5 ans de probation, donc presque 6 ans. Mon Dieu, et c'était pourquoi? C'était pour avoir pris de l'argent, comme il l'a expliqué, une sorte de combine où il prenait de l'argent aux gens. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Pas même 1 an. C'est tragique. Y a-t-il quelqu'un à qui vous pouvez penser qui aurait voulu lui faire ça? Il a dit aux officiers que nous avions déjà des problèmes. Quel genre de problème? Il essayait de sortir de probation, et ça n'a été que des problèmes tout le long. Les gens n'étaient pas contents qu'il sorte de probation, parce que c'est beaucoup d'argent qu'il doit rembourser. De qui parlez-vous? Les gens qui étaient impliqués avec lui avant, ou un peu de tout. C'était censé être quelque chose entre nous, quand il est sorti de probation. Mais il a raconté ça à ses amis, à certaines personnes, et tout le monde en parle. Il croise constamment beaucoup des gars avec qui il était en probation, comme il y a quelques jours, on a croisé quelqu'un, et c'était un peu tendu. Ce type est venu vers nous, il était lié au crime organisé. Il semble que beaucoup de gars de Boca commencent à monter ici, et on les croise sans arrêt, vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup des gars qu'il connaît, des choses comme ça. 2 minutes après avoir fondu en larmes, elle passe à un ton fluide en parlant des ennemis de son mari. Elle utilise l'angle des amis de probation et de prison comme un moyen de se sortir de cette situation, un effort futile, bien sûr. Maintenant, elle évoque le fait que les amis de son mari en avaient après son argent, plus précisément 191 000 $. C'était beaucoup d'argent, 191 000 $. Nous allions régler la probation avec ça, et puis je ne sais pas, quand il est parti, certains gars ne sont pas partis, ils se sont enfuis. Il est allé en prison, non? D'accord, ils ont quitté le pays. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il traitait avec certains de ces gars parce qu'il pensait qu'il leur devait de l'argent, et je ne sais pas, quelque chose qu'il allait s'en occuper. Donc l'argent qu'il a utilisé pour sortir de probation, eh bien, il ne l'a jamais utilisé pour ça. Il a fait autre chose avec cet argent. Si on revient à l'interrogatoire de Michael, il décrit cette histoire des 191 000 $ de manière très différente. Et vous savez, l'argent en question. Vous allez rire. J'ai engagé un très bon avocat et nous étions dans le bureau de l'avocat.
Ce gars m'a littéralement jeté hors de son bureau parce qu'il était tellement esséuré. Et en fait, je suppose qu'il est un témoin dans cette affaire, parce qu'il était là, assis à son bureau avec nous. Dahlia avait un chèque de banque de 191 000 $. Elle ne voulait pas le donner à mon avocat. Mon avocat me regarde, et elle commence à raconter une histoire abracadabrante. Elle voulait son argent d'abord, vous voyez. Le point était que j'avais terminé ma probation, j'avais payé ces gens leur argent, et elle ne voulait pas remettre le chèque. Mon avocat a dit qu'il ne pouvait pas prendre l'argent d'elle si elle n'était pas prête à le donner. Alors, il m'a jeté dehors. J'ai dû courir pour récupérer son argent et lui donner l'argent qu'elle était censée avoir mis dans l'affaire. Bref, on échange l'argent, je cours de nouveau au bureau de mon avocat et je lui remets le chèque, c'était un chèque de 191 $. Donc, le chèque est passé magiquement de 191 000 $ à 191 $. Mon avocat en est témoin, et il m'a chassé du bureau, littéralement, parce qu'il était tellement dégoûté. Il m'avait aussi averti que quelque chose n'allait pas. Et donc, il m'a licencié. Voilà un autre signe, non? Oui, je veux dire, il a été témoin de toute la scène. Il a vu le vrai chèque, puis le chèque falsifié. Il était comme, tu sais quoi. Pour vérifier ces affirmations, le détective doit creuser davantage pour savoir qui sont vraiment ses amis. Connaissez-vous le nom de ces gens ou savez-vous où ils pourraient vivre pour que nous puissions les retrouver? On ne va pas vous impliquer. Les gars de l'époque, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Je veux dire, je connais le gars que nous avons croisé il y a quelques jours, je connais certains noms, mais vous voyez ce que je veux dire, je connais certaines familles. Ils ont été aux infos, comme les gars qui sont tous partis. Vous vous souvenez de quelle famille? Brian et moi dans l'équipe, nous ne travaillons que sur les crimes majeurs, que sur les meurtres ou les homicides, les agressions très graves, les enlèvements, ce genre de choses. Nous sommes vraiment spécialisés là-dedans, nous ne travaillons sur rien d'autre. Donc, je ne serais pas au courant du vol d'argent dans lequel il aurait pu être impliqué ou de quoi que ce soit d'autre. Mais si vous avez des noms, alors nous pouvons retrouver ces gars et voir ce qu'ils savent. Eh bien, parmi ce groupe de gars, ils sont tous partis. Mais il disait que l'un d'entre eux, je suppose, avait un problème avec lui. Je ne sais pas quel problème il avait avant de me rencontrer. Il est tombé sur un de ces gars et il pensait qu'il lui devait quelque chose, ou il s'est passé quelque chose. Mais ils sont partis. Je ne sais pas si le gars dont je vous parle, Pasquale, est aussi parti ou s'il est encore là. C'est arrivé il y a 1 mois et demi environ. Ils ont tous été arrêtés pour la même histoire d'escroquerie en bourse, encore une fois. C'est Pasquale ou Pascal? Quelle est sa nationalité? Espagnol. Ah, je comprends. Vous avez aussi quelques animaux chez vous, non? Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà ce qui s'est passé. Il ne savait pas comment expliquer à tout le monde ce qui se passait. Il leur a donc dit que j'avais pris l'argent et que je m'étais impliqué dans une sorte de combine à la Bernie Madoff, parce qu'il ne savait pas comment dire, vous savez, à sa mère et à tout le monde ce qui se passait. Il a eu 2 excroissances de sang enlevées ici. Vous avez quelque chose de petit. Et, il y a 2 semaines, il a subi une intervention chirurgicale. Quelle intervention? Une lipectomie, comme une liposuction qu'il a eue. Il était très gros avant. Non, il l'était, puis il a fait de la liposuction et, je suppose, la chirurgie plastique, la dernière fois, pour enlever les dernières excroissances ici. Donc hier, il a eu, parce qu'il avait une accumulation de sang dans le dos, alors il l'a complètement drainé. Donc, il disait, ça dépend de comment je me sens aujourd'hui. Mais nous y allons tous les matins, nous n'y sommes pas allés à cause de la chirurgie, mais chaque matin à 5 heures, nous sommes tous les deux au travail. Oui, nous avons beaucoup de, c'est mieux que moi, j'aimerais pouvoir y aller, évidemment. Eh bien, vous savez, il était toxicomane, et quelle était sa drogue de prédilection? Le crack, je vous le dis, et il est en rétablissement d'alcoolisme, donc pour lui, c'est très important d'avoir une routine, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir un système et d'être très organisé dans tout ce qu'il fait. Et revenons maintenant à... Avec de mauvais amis viennent de mauvaises habitudes. Elle dénonce sa consommation d'alcool et de stupéfiants, pensant que c'est un autre angle à explorer pour eux, mais à ce stade, elle détourne l'attention de la cause du meurtre, en jouant sur la culpabilité personnelle, ce que les détectives comprennent rapidement et ils lui demandent de revenir à la mort de son mari. Je ne sais pas si vous savez qu'il a été abattu, on lui a tiré dessus 2 fois, et je veux que vous sachiez tout cela. Est-ce qu'ils vous l'ont dit là-bas? Pas exactement, je veux dire,
ils m'ont dit qu'il avait été abattu quand j'étais à la salle de sport. J'ai reçu un appel, je n'ai pas entendu mon téléphone sonner, et j'ai rappelé, et ils m'ont dit de venir immédiatement car quelque chose s'était passé chez moi. Apparemment, votre mari a répondu à la porte et ils l'ont emmené à l'étage dans leur chambre. Musique, il ne répond pour personne qu'il ne connaît pas, je veux dire, la seule personne pour qui il ouvrirait la porte est son agent de probation. Il n'ouvrirait pas la porte. Nous avions des caméras chez nous. Peut-être qu'il connaît cette personne. Je ne savais pas que vous aviez des caméras, car quand nous sommes arrivés, certains de vos voisins ont entendu l'agitation. Nous avons des caméras parce qu'ils ne voulaient pas qu'il fasse un trou dans le garage pour y placer l'enregistreur à cause de sa voiture. Quand nous sommes arrivés, la porte était grande ouverte, quand les officiers sont arrivés, la porte était grande ouverte, ils sont allés voir. Vous avez ils ont dit qu'il y avait 2 chiens dans la maison, dans un enclos ou une cage, quelque chose comme ça, et il a été trouvé dans la chambre, il a été abattu 2 fois dans la tête. Il n'ouvrirait pas la porte à moins que ce ne soit quelqu'un qu'il connaît. Nous n'ouvrons pour personne. Non, vous devez comprendre que je n'étais pas là, ni lui. Nous avons d'autres personnes là-bas, alors peut-être que quelqu'un a cambriolé la maison ou quelque chose, je ne sais pas. Je ne suis pas encore allé sur les lieux. Toutes nos chambres ont des téléviseurs et nous regardons spécifiquement pour nous assurer que rien ne se passe, car nous avons vu des incidents liés à la drogue et des choses comme ça. Est-ce qu'il dormait quand vous êtes parti? Vous savez, plus ou moins, mais pas vraiment à cause de son dos. Il était juste allongé là, et il a mis l'alarme, vous savez, mais je veux dire, je lui ai dit que je lui apporterais du café en rentrant, et vous savez, normalement, il n'y avait pas d'alarme activée, J'ai mis nos petits chiens en bas, et il est resté en haut avec les gros chiens. Je ne sais pas quelle est la taille du chien, s'il mordrait quelqu'un. Non, il aime tout le monde, je veux dire, il partirait avec n'importe qui qu'il voit. Le seul qui est très agressif et méchant est le blanc. Ouais, mais elle pèse 200 livres, n'est-ce pas? Je suis juste en train de... Ouais, ce que je vais faire maintenant, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire. Je vais revenir. Ce que je veux faire maintenant, c'est sortir et entrer en contact avec les officiers pour voir si la maison a été sécurisée, d'accord? Au cours de la conversation, elle a été informée que son mari avait été abattu de 2 balles. Quand elle a reçu cette nouvelle des officiers, elle a éclaté en larmes de crocodile. Et maintenant, quand on lui a dit la même chose, elle n'a pensé qu'aux caméras dans sa chambre et au système d'alarme. Son ton est resté assez constant pour quelqu'un qui vient de perdre son mari. Maintenant, les officiers en ont assez joué. Ils ont plus que suffisamment de preuves pour révéler toute la vérité. Comme vous le savez, vous avez été informé de vos droits, n'est-ce pas? Oui. D'accord, le jeu est terminé, d'accord? Il n'y a plus de jeu entre vous et moi. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je veux savoir si vous connaissez ce gars. Allez, amenez ce gars ici. Venez ici. Vous connaissez ce gars? Non. Vous ne l'avez jamais vu auparavant? Connaissez-vous cette personne? Levez la tête et regardez. Levez la tête. Je ne l'ai jamais vu. Que faisiez-vous en sortant de sa maison? Sortez-le d'ici. Merci. Vous allez en prison aujourd'hui pour sollicitation et meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Ce n'est pas un officier de police sous couverture. Nous avons tout filmé de ce que vous avez fait, tout enregistré. Vous allez en prison pour sollicitation et meurtre au 1er degré de votre mari. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? J'ai tout entendu. Bien. Écoutez-moi. Tout a été enregistré. Vous avez été photographié dans la décapotable quand vous étiez assise dans sa voiture devant le CVS. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire ici? Écoutez-moi. Je n'ai rien fait. Vous allez en prison. Dites-moi que vous n'avez rien fait. Vous allez en prison aujourd'hui. Dès que j'aurai fini, ils vont venir vous menotter et vous emmener à la prison du comté de Palm Beach, vous inculper pour sollicitation de meurtre au 1er degré sur votre mari. Votre mari est bien vivant, grâce à Dieu. Oh oui, grâce à Dieu. Il ne veut pas vous voir. Vous feriez mieux d'arrêter votre comédie. Écoutez-moi. Je veux que vous arrêtiez de jouer la comédie et que vous en finissiez. Je ne suis pas. Oui, vous l'êtes. Vous savez quoi? Vous avez besoin d'un très bon avocat.
Vous avez besoin d'un très bon avocat parce que nous allons leur montrer le film où vous dites que vous êtes sûr à 5000% de vouloir le faire. Vous pensez que j'invente ça? Vous pensez que j'invente ça? C'est exactement ce qui va se passer. Je parle avec vous maintenant. Quand je quitterai cette pièce, plus aucun officier ne vous parlera. La prochaine fois que nous vous verrons, ce sera au procès, et vous pouvez régler ça ici, ou vous irez au procès et vous passerez le reste de votre vie en prison. Vous voulez coopérer avec nous? Quoi que vous vouliez faire, c'est terminé. Une fois que je sors, je ne reviens pas pour vous parler, et personne d'autre non plus. Que voulez-vous faire avant que je parte d'ici? Parce que le prochain officier qui viendra ici va vous menotter et vous emmener en prison. Je peux voir mon mari, s'il vous plaît? Non. Il ne veut pas vous voir, et vous ne le verrez plus jamais. Je m'en vais maintenant. Peut-on avoir un officier ici pour arrêter cette personne? Je ne sais pas ce qui se passe, s'il vous plaît. Allez-y et rédigez le rapport d'arrestation. Oh mon Dieu, il est vivant? Venez ici, s'il vous plaît. Venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Venez ici. Pourquoi pas? Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Venez ici. Ce jour-là, Dalia D'Ippolito a été accusée de sollicitation de meurtre au premier degré. À l'époque, l'affaire n'était pas très médiatisée, mais en même temps, la célèbre émission télévisée co-filmait dans la région où l'opération d'infiltration de la police avait commencé. Lors de son procès, l'avocat de la défense de Dalia a soutenu qu'elle avait été trompée en signant le formulaire de libération pour l'émission Co et a affirmé que son mari Michael avait orchestré le plan pour être présenté dans l'émission. Malgré ces stratégies de défense, les deux tentatives ont échoué, conduisant à la condamnation de Dalia D'Ippolito en 2017 et à sa condamnation à 20 ans de prison. Dalia ne pourra pas sortir de prison avant l'année 2032. Elle devrait d'ailleurs se considérer chanceuse, car si elle avait réussi son plan, elle aurait été condamnée à perpétuité. Mais c'est grâce à ce héros, son ex-mari Mohamed Chiad, en qui Dalia avait confiance pour cette tâche dangereuse, et au lieu de l'aider, il est allé directement à la police. C'était le cas fou de Dalia D'Ippolito, et comme toujours, merci d'avoir regardé.